Ma mère m'avait dit, tout ce que je te demande, c'est de ne jamais faire de politique. Et je lui ai désobéi. Je suis libre d'avoir et d'être, d'aimer et d'être aimé. À jamais libéré de mes actes manqués, amnistier mes erreurs de jeunesse. Enfin libre de dire son nom à chaque instant et sans raison. Libre de toutes ces étapes de la vie qui m'ont construit et initié, façonné et parfois brisé. Je suis enfin libre, libéré pour aimer et vivre. Hello Claudie. Comment va? Comment ça va mon frère? On est là. Je suis content de t'inviter boire un verre. C'est la première fois qu'on a l'occasion de boire un verre ensemble. C'est la première fois que tu me payes un verre. C'est ça. Bah toi, tu m'en as jamais payé donc. Je réfléchis. Non, mais encore. Non, mais je t'ai fait une petite place quand même. Bah d'ailleurs justement, j'aimerais lever mon verre à l'homme, à l'animateur, au militant incroyable que tu es, et te remercier parce que je n'ai jamais eu l'occasion de te dire merci, parce qu'il y a 6 ans, tu as fait de moi le correspondant de Couleurs Tropicales au Cameroun, alors que tu ne m'avais jamais rencontré. C'est vrai. C'est drôle à dire, mais on s'est vu pour la première fois il y a quoi? Il y a 3 ans. Oui, c'est vrai, parce qu'on se connaissait. On se connaissait que de loin, voilà. Par mail et par téléphone, exactement. on s'est rencontrés pour la première fois. Et à la limite, tu discutais plus avec Annabelle qu'avec moi. Bah, exactement. Merci. Allez. Tu sais, c'est ça la vie. En réalité, c'est... je dis toujours aux uns et aux autres que moi, j'appartiens à une génération de passeurs de gens qui doivent arriver à permettre à d'autres aussi de réaliser leurs rêves, de faire un pas dans leur vie ou dans leur carrière, voire les deux. Et c'est ça. Je suis contre, parce que moi, je l'ai subi, ça. Et j'ai vu à quel point on est individualiste dans nos communautés. Et on est toujours sur nous, comment est-ce qu'on avance, et on joue des coudes pour empêcher l'autre d'avancer. Et moi, je suis l'inverse de ça. C'est pour ça que moi, je suis pas très à l'aise dans la compétition. Ça, c'est une chose. Et j'ai ce slogan, s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. C'est grandir ensemble. Et je crois qu'on appartient à des peuples, au regard de l'histoire, du poids de l'histoire, où on a besoin d'être capable de se dire ça. On ne peut pas écrire du blanc sur du blanc ou du noir sur du noir. Exactement. On est tous révélateurs les uns des autres. Et puis je le fais souvent. Moi, j'ai besoin de transmettre ce que je fais, ce que je suis, ce que je peux, et de permettre à d'autres, mais vraiment, c'est ma satisfaction, de permettre à d'autres de réaliser leurs rêves. Je trouve que c'est la plus belle satisfaction. Lorsqu'on va mourir, on ne partira pas avec nos jolies voitures, nos jolies montres, nos jolis vêtements. En partant, en mourant, moi je ne crois pas à la réincarnation, mais je pense que celles et ceux qui vont continuer à vivre, continuer dans leur existence à réaliser des choses, se souviendront de ce que tu as fait. Et je crois que c'est la plus belle des choses. Bah, c'est pour ça que je te remercie. Notre histoire, elle est particulière, parce que là, on est assis ensemble aujourd'hui, on boit un verre, on discute, alors qu'il y a quelques années, je t'écoutais de mon Bafoussam natal au lycée. Et tu t'en souviens peut-être pas, mais on a commencé à se parler quand j'étais à l'université, quand j'ai démarré la radio. Je t'envoyais des mails régulièrement et tu me répondais. Et je t'ai même demandé une fois s'il était possible pour moi de venir faire un stage dans une radio en France. Et spontanément, tu m'as mis en relation avec une demoiselle qui bossait pour Tropic FM à l'époque. Tu m'as envoyé une lettre d'invitation pour que je puisse venir faire un stage à Tropic FM. Je n'ai pas pu le faire parce qu'à l'époque, je n'ai pas pu avoir le visa, malheureusement. Le visa. Mais tu t'en souviens même pas. Tu vois, je ne m'en souviens pas, mais parce que je pense qu'à un moment donné, lorsque tu reçois des courriers de certaines personnes, lorsque tu vois la détermination des uns et des autres à faire des choses, tu te dis, bah moi, il faut que je puisse l'aider, on ne sait jamais. Alors, et régulièrement, j'ai des gens qui me disent, mais tu te souviens, tu as fait ça pour moi. Tu as fait ça pour moi, j'avais oublié. Alors, toi et moi, on se connaît, donc c'est pas pareil, on peut se remémorer certaines choses et tout, ou tu peux rafraîchir ma mémoire. Mais il y a des gens que j'ai peut-être aidé une fois et que je n'ai plus jamais revu, et tu les retrouves quelques années après, ils te disent « Tu avais fait ça pour moi, ça m'a permis de faire ça ». En fait, c'est ça qui est beau et qui montre à quel point tu as du cœur, parce que tu l'as fait pour moi à l'époque, alors que tu ne me connaissais pas. Tu l'as forcément fait pour d'autres. Et plus tard, quand je t'ai contacté, là, tu dois t'en souvenir, parce que c'est notre histoire plus proche. Quand Thierry Moïse est décédé, tu as été le tout premier à l'annoncer sur Internet, et je t'ai contacté pour te demander si tu pouvais intervenir dans mon émission pour en parler. Et là, encore une fois, spontanément,
tu as accepté. Pourtant, tu ne savais pas à ce moment-là que c'est le gamin de l'université qui, quelques années plus tôt, t'avait envoyé des mails. Exactement. Mais tu sais, je vais te dire, là, je vais être très honnête avec toi, je n'ai finalement peut-être, même s'il y a un terreau fertile dans ma personnalité, mais je n'ai pas beaucoup de mérite. Moi, je suis quelqu'un qui, dans mon métier, a réussi à rencontrer des gens qui, au bout de 10 minutes, m'ont dit « écoute, tu vas venir avec moi ». Moi, je faisais de la radio, et en 88, on me contacte, et on me dit tu n'aimerais pas... Non, c'est quelqu'un qui vient à la fin de mon émission radio, un responsable de RFO, avec un copain à moi, et à la fin de mon émission, le gars me dit ça te dirait de faire de la télévision? Je fais oui, j'essaie, mais c'est compliqué en France lorsque t'es noir. Et il me dit demain, sois dans les locaux de RFO, rencontrer un monsieur qui s'appelle Yves Bruno, et on en discute. Le lendemain, je suis à RFO, je rencontre Yves Bruno, qui au bout de 10 minutes me dit « C'est toi qu'il me faut pour présenter la rubrique musicale de l'émission Latitude sur FR3, comme on disait à l'époque, France 3 aujourd'hui. » Et ça a duré 11 ans. donc voilà. Et puis j'ai fait d'autres émissions pour RFO après, jusqu'il y a encore 2 ans. Et puis, à chaque fois, il y a eu ça dans mon histoire. Sur France Inter, ça a été un peu pareil. 2 ans auparavant, moi, je voulais défendre les cultures africaines, caraïbéennes, et je frappe à toutes les portes, et je frappe à la porte de France Inter, d'un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Foulquier, paix et son âme, et Jean-Louis, qui est celui qui a créé les Francopholies de La Rochelle et tout ça. Et puis, ses assistantes me disent « Faut que tu rencontres Jean-Louis ». Je rencontre Jean-Louis, pareil, au bout de quelques minutes. Jean-Louis me dit « Tu voudrais pas venir parler d'artistes antillais et africains dans mon émission ?» Je lui dis « Ah mais oui, monsieur Jean-Louis Foulquier, oui, bien sûr. » Je veux bien. Voilà, et en 87, d'ailleurs, je suis le programmateur du festival des Francopholies sous le signe des Antilles. Pourquoi je dis que je n'ai pas beaucoup de mérite? Parce que j'ai eu une mère comme ça. Ma mère, elle s'est sacrifiée pour ses enfants dans l'éducation. Elle a quitté ce monde à l'âge de 69 ans. Elle était hémiplégique. Elle avait fait 2 arrêts cardiovasculaires. Elle était sous dialyse. Elle a laissé sa santé. Mais elle avait un projet. C'était, elle, de se sacrifier pour que ses enfants n'aient pas besoin de faire autant de sacrifices qu'elle. Mais elle me disait aussi, elle ajoutait toujours, tu auras besoin de faire d'autres sacrifices pour tes enfants. Et lorsque je te parle de tes enfants, je parle de toutes celles et tous ceux que tu rencontreras et que tu devras aussi aider. Parce que c'est notre histoire, on doit s'entraider les uns les autres. Et donc j'ai été éduqué comme ça. C'est elle qui t'a enseigné la solidarité. Oui. Puis je te dis, ma mère est une femme qui a connu les choses les plus atroces dans son enfance, puisqu'elle a eu une enfance volée à cause de son père, et que sa mère, plutôt que de la protéger, elle n'avait que 10 ans, plutôt que de la protéger, a dit que c'est elle qui aguichait son propre père. Donc je te laisse un peu imaginer. Mais ma mère ne nous a jamais raconté cette histoire. On ne l'a su qu'après sa mort, parce que ma grande sœur savait, et les langues se sont déliées après la mort de notre mère. Mais notre mère ne nous a jamais rien dit pour qu'on n'ait pas de rancœur envers notre grand-mère, parce que moi, j'ai pas connu mon grand-père, et maternel en tout cas, et elle ne voulait pas qu'en nous naisse la haine ou la colère. Tout comme, par exemple, sur les questions de racisme, ma mère était infirmière, elle a été insultée tout le temps. Lorsqu'elle soignait, à l'époque, tu imagines, il y avait très peu de femmes noires dans les années 60-70 qui étaient infirmières surtout, et on l'a traitée toute sa vie. Ça, en revanche, elle nous en a parlé, mais au moment lorsqu'elle ne travaillait plus, de sale négresse, de tout ce que tu veux. Elle ne nous a jamais rien dit, parce que lorsque on t'apprend qu'on insulte ta mère, là, tu peux devenir méchant. Ce qui ne m'a pas empêché de mener tous les combats contre toutes les formes de racisme et tous les fachos en France, où on avait nos bandes, on allait se battre contre eux. Bref, tout ça pour dire que moi, j'ai eu une mère extraordinaire. Mon héroïne, c'est ma mère. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas cette possibilité de dire ça, cette chance de dire ça. Moi, mon héroïne, c'est ma mère, quoi. Le jour où je trouverai une combattante comme ma mère, tu vois, je lui élèverai une stèle. Le militant que tu es aujourd'hui, le militant que tu es devenu, tu le dois à ta mère. Ouais. Si aujourd'hui tu te bats, si tu t'indignes contre toutes les formes de discrimination, c'est grâce à ta mère. Mais ma mère n'était pas une militante au sens politique, ni au sens communautaire, ni au sens politique du terme. Mais elle l'était parce que c'était quelqu'un
qui se battait et qui refusait de toute façon la fatalité. Il était hors de question pour elle, par exemple, que ses enfants ne puissent pas aller en école privée. Donc ma mère travaillait la nuit à l'hôpital Saint-Antoine, au service ophtalmologie, et la journée, elle travaillait dans une clinique privée à Rueil-Malmaison. C'est pour ça qu'elle y allait. Pour vous permettre d'aller dans les meilleures écoles. Pour nous offrir une maison, pour qu'on ait et qu'on ne soit pas dans le ghetto comme on dit aujourd'hui. Voilà. Notre mère a fait ce sacrifice-là. Elle a sacrifié sa vie de femme, elle a sacrifié sa vie tout court. On a le droit de jouir de la vie. Ma mère n'a jamais joui de la vie. Elle a eu l'enfance que j'ai évoquée. Et mon père n'a pas su être un bon mari. Nous, il nous aimait, mais il n'a pas été un bon mari. Il n'a pas été respectueux de la femme qu'elle était, puisque la violence a existé entre eux. Jusqu'au jour où ma mère, elle a dit « maintenant c'est terminé ». Et voilà, elle a riposté et elle a appelé la police en disant « venez les chercher ». Voilà. Et ça, c'était un acte de dignité, de rébellion. Et moi, tu en parles avec beaucoup de fierté d'ailleurs. Mais oui, parce que j'ai 6 ans, lorsque cet acte-là, c'était la rentrée, je rentrais au CP, et ma mère a décidé, donc c'est-à-dire elle a fait chauffer de l'eau chaude, elle l'a ébouillantée parce qu'elle en avait assez d'être frappée. Moi, j'ai le souvenir de mes parents ensemble. Mes parents sont séparés, j'allais avoir 6 ans. Hein. J'ai le souvenir de ma mère pleurant dans la cuisine et moi allant vers elle en lui disant maman, pourquoi est-ce que tu pleures c'est papa qui t'a tapé. Je me souviens, elle avait cette robe bleue, bleu ciel, typique, très proche du corps, très typique des années 60-70. Et bon, donc moi, j'ai ces souvenirs-là quand même. C'est ça qui explique aussi mon histoire, qui explique aussi l'homme que je suis, qui explique que la violence ne peut pas être pour moi une solution. Et ne peut pas être tolérée. Et ne peut pas être tolérée. Oui. Quelles que soient les formes de violence, qu'elles soient verbales, qu'elles soient... Je peux comprendre la colère, je peux comprendre la rancœur, mais ce sont encore des sentiments que l'on peut maîtriser, on peut revenir en arrière. La haine, je ne suis pas certain, c'est pour ça que je suis toujours un farouche opposé à la haine. La haine est un poison, jamais une solution. Et voilà. Donc moi, je suis un homme heureux grâce à ma mère. Mes frères et sœurs pourraient dire la même chose. Hein. C'est notre mère, et même les petits-enfants, même mes filles, par exemple, qui ne l'ont pas vu beaucoup, finalement, mais qui te disent, ou alors qui parlent de Mamidou, c'est voilà. Alors en plus, ce qui est assez marrant, c'est que ma fille aînée ressemble à ma mère. Lorsqu'elle était petite, tout le monde voyait la tête de ma mère, quoi. C'était incroyable. Ce qui fait qu'on l'appelait Mamidou en couche-culotte. Il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard parce qu'elle tient beaucoup de ma mère. Elle tient beaucoup de ma mère, tout en étant une jeune fille de son époque, hein, et heureusement. Elle a reçu la meilleure éducation et je remercie toujours sa mère, puisqu'elle a vécu avec sa mère et très peu avec moi. Évidemment, on était ensemble, mais elle vivait surtout sous le toit de sa mère, parce que sa mère et moi étions séparés. Mais on est tous très liés, hein, quoi qu'il arrive. Mais c'est une jeune fille bien, elle a la tête bien faite, elle n'est pas comme moi un peu artiste et idéaliste. Elle a des convictions aussi très fortes que de temps en temps je freine parce que je sais toujours, je me demande, ça te fera ça lorsque tu auras des enfants. T'as des enfants? J'en ai pas. Ok, d'accord. Pas encore. Donc lorsque tu auras des enfants, ça te fera ça. J'aimerais bien, mais c'est-à-dire qu'on ne sait jamais à quel moment l'attitude de l'enfant est pour faire plaisir au père, ou est-ce que c'est une conviction profonde. Donc moi je fais très attention à ça. Je me souviens, lorsqu'elle devait avoir 15 ou 16 ans, elle trouve à la maison le t-shirt Noir et Fier de mon frère Christian Zella, Nofi, tout ça. Et elle me dit « Ah papa, je veux mettre le t-shirt pour aller à l'école et tout Noir et Fier ». Et je lui dis non. Elle me dit « Mais pourquoi papa, je comprends pas ». Je lui dis non. Tu n'as pas à aller à l'école, toi, aujourd'hui, avec un t-shirt Noir et Fier. Quel message tu vas envoyer à tes copines qui ne comprendraient pas? Elle me dit « Oui, mais c'est nous qui souffrons de la discrimination, du racisme ». Je lui dis « Oui, mais là, aujourd'hui, à l'âge de 16 ans, dans ton lycée, tu n'as pas besoin d'affirmer cette revendication. » Et je lui dis, et je reprends cette phrase de Wole Soyinka, prix Nobel de littérature 1986, nigérian, grand écrivain nigérian, et je lui dis, tu sais, Wole Soyinka dit, c'est en opposition à la négritude de Césaire, il dit, le tigre n'a pas besoin de dire que c'est un tigre, il n'a qu'à bondir sur sa proie pour prouver sa tigritude. Et je lui dis, t'as pas besoin. Il y a des combats que ma génération a menés.
toi, tes combats seront totalement différents. Tu n'as pas besoin de ça pour affirmer qui tu es et pour rappeler quelle est ton identité. Et c'était pas du tout parce que j'étais contre le mouvement Noir et Fier, mais moi, je pouvais me permettre. Je suis dans la vie active, au moment évidemment où je lui dis ça. Elle n'est pas encore dans la vie active. Je veux je voulais que son cerveau, que son intelligence, que ses connaissances soient forgées de plein de choses, mais pas que ce soit une posture presque définitive. Bien choisir ses combats et bien choisir les endroits et les moments où les mener. Évidemment. Ouais. Par exemple, lorsque certains me disent oui, nous, les Noirs, nous sommes la race supérieure, la civilisation pharaonique et tous ces trucs-là, je leur dis ok, on peut reparler du passé. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas arrêté à la radio dès les milieu des années 80 à raconter l'histoire à la communauté noire ici en France qui ne connaissait pas son histoire. Même les Antillais pensaient que tous les Noirs des Antilles n'avaient pas été déportés comme esclaves. Tu vois, comme si on était arrivé dans un bateau de croisière, tu vois. On est tous arrivés à fond de cale de bateau, nos ancêtres en tout cas. Et donc, lorsque tu... pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important de ne pas être... Il faut enseigner l'histoire pour comprendre le présent, bâtir le futur, mais ne jamais être prisonnier de l'histoire. Et donc moi, je refuse de dire que parce que nous sommes le berceau de l'humanité, et donc le berceau de la civilisation, que nous avons un droit supérieur aux autres dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas parce que l'Égypte pharaonique a été une civilisation nègre, comme dirait Cheikh Anta Diop, en tout cas kémite ou afro, appelons ça comme on veut, que nous avons une priorité, une primordialité, tu vois, sur le reste de l'humanité. Et c'est jouer le jeu de l'ennemi également. Celui qui combat les monstres doit faire attention à ne pas devenir un monstre lui-même. Évidemment, parce qu'après tu crées une hiérarchie. Eux, ils se sont crus supérieurs à nous, et c'est nous aujourd'hui... comme un retournement, ça veut dire que finalement, on adopte le même comportement. Exactement. Alors que je ne suis pas l'autre. Je ne suis pas celui qui a cru et qui, aujourd'hui encore, domine le monde. Je n'ai pas les mêmes réflexes que lui. Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un autre domaine qui, pour moi, est important. Donc, je disais que ces suprémacistes-là disent que nous, Noirs, nous ne devons pas nous mélanger aux Blancs. Les hommes noirs ne doivent pas aller avec les femmes blanches, les femmes noires ne doivent pas aller avec les hommes blancs et ça. On doit créer des écoles pour les Noirs. Non, et je leur dis toujours, s'il y a un domaine où on doit pouvoir, justement, s'émanciper de tous les combats, de tous les racismes, de toutes les ségrégations, c'est le domaine de l'amour. Où on peut permettre à des gens de s'aimer au-delà de leurs identités et de ce qu'ils sont. Et moi, je veux protéger ça. C'est la réponse qu'on doit donner à leur haine et au mal qu'ils nous ont fait. Évidemment. Évidemment. Et puis on a bien vu, l'évolution de l'humanité et des rapports entre les peuples, elle passe par le métissage, par les femmes et les hommes qui ne sont pas de même culture, de même ethnie, et qui, à un moment donné, se rencontrent, s'aiment, font des enfants. Souvent, la pression de la société fait qu'ils se séparent. Il y a beaucoup de divorces. Les mariages mixtes ont souvent du mal à résister à la pression sociale. Mais qu'importe, parce que ça donne naissance à des enfants qui, eux, peut-être auront une autre vision. Ouais. Moi, j'adore, écoute, je sais pas si après j'arrête de parler, je parle trop, mais j'adore cette idée de me dire qu'un jour, en France, en Europe, il y aura un blanc qui s'appellera Mamadou Traoré. Forcément. Par le jeu ça finira par arriver, bien sûr. Métissages. Il y aura, et puis les parents diront, j'ai envie comme l'arrière-grand-père qui venait du Mali, il s'appelait Mamadou. Donc comme le nom Traoré sera porté par un blanc, on dit, on va t'appeler Mamadou Traoré. Et il sera blanc. Beaucoup de gens qui te suivent s'attendraient à ce que tu détestes la France, mais non, toi, tu te considères comme un Africain, comme un Guadeloupéen et comme un Français. Oui, mais écoute, renier une partie de moi-même serait me mettre moi-même en danger. C'est-à-dire que ne pas assumer ce que l'on est, il y a probablement des choses au Cameroun qui te déplaisent. Est-ce que pour autant... tu vas tu peux rejeter mon identité camerounaise. Exactement. Ouais. Tu vas faire en sorte de te battre pour améliorer les choses, pour cela, mais tu ne vas pas rejeter. Je reste camerounais, voilà. Exactement. Je dis, c'est dans une de mes chansons où je dis de toute façon, moi j'accepte tout. J'accepte tout ce qui a de bien, de magnifique et de mauvais dans mon africanité. Ouais. Parce que c'est dans la famille, tu sais, on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Et parfois dans la famille, il y en a un ou deux qui déconnent. C'est quand même ta famille. Tu vois? Et c'est ça qu'il faut expliquer aux uns et aux autres. C'est de dire, moi je suis français,
C'est ma nationalité, j'ai pas choisi. Tout comme j'ai pas choisi d'être noir, j'ai pas choisi d'être un descendant d'esclaves, j'ai pas choisi mon prénom, j'ai pas choisi mon nom. Mais ça, je suis heureux d'être ce que je suis. Si j'avais été blanc et juif, j'aurais été heureux d'être blanc et juif. Tu ne peux pas nier ton identité. Non. Et ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec tout ce que fait la France, ou Bah, que tu es évidemment d'accord que non. avec tout ce que font les dirigeants africains. Mais évidemment, Oui. c'est pour ça que je me bats. Attends, je suis quand même le premier en France à avoir organisé une marche contre la diffusion de propos racistes prononcés par Charles Trenet sur une chaîne publique, Antenne 2, France 2 aujourd'hui. Et cette manifestation-là, je l'ai organisée le 21 septembre 91. À l'époque, même les Noirs m'attaquaient. Ouais, mais tu vas pas faire ça, comment le truc, tu vas te retrouver en prison. Mais des trucs, les gens avaient peur de tout, tu vois. Moi, j'ai jamais eu peur dans ma vie, j'ai peur de rien. Moi, j'avais une mère qui était une guerrière. Donc, tu veux que j'ai peur de quoi, moi, tu vois? Lorsque j'ai vu ce qu'elle a accompli, mais tu vois. Et donc, 2 ans après, lorsque j'ai 93. 93, exactement, bravo. Tu as organisé une marche Ouais. pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage. C'était la première Parce que fois en pour France. toi, il était important de se rappeler, il était important de se souvenir. Important de se souvenir que l'Espagne, qui venait de commémorer la dite découverte des Amériques par Christophe Colomb, 1492, le cinquantenaire donc, avait oublié le génocide des peuples autochtones, parce que moi, je ne dissocie pas mon histoire de celle de tous les peuples qui souffrent à travers la planète. Donc on avait oublié les peuples autochtones qu'on a par erreur appelés Amérindiens, et on avait oublié la déportation des millions d'Africains, dont je suis issu. Et puis je voulais interpeller la France, qui s'était associée à ces festivités, en disant « Aujourd'hui, nous, on subit le racisme en France. Quel modèle de société souhaitez-vous pour nos enfants, tous nos enfants, quelle que soit la couleur de leur peau ?» C'était ça le message que je voulais délivrer. Et les premiers qui m'ont attaqué pour avoir organisé cela étaient des Antillais comme moi. Mais moi, j'ai l'habitude d'être attaqué par les miens lorsque tu fais des choses auxquelles les autres n'ont ou pas pensé ou quoi que ce soit. Et puis, il y a toujours un peu, à cause de l'individualité, il y a toujours un peu de jalousie entre nous. Mais moi, je n'avais cure de ça. Je sais très bien pourquoi je le fais. Et je sais très bien qu'après, les uns et les autres se rallieront à moi. Je le sais parce que c'est évident. C'est la marche du monde. Mais j'imagine à quel point ça a pu être dur à chaque fois pour toi, en plus de devoir combattre tes ennemis, de devoir prendre des coups de couteau dans le dos de tes frères. Ouais. Je me rappelle qu'en 2011, tu es devenu délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Ouais. Et là encore, tu t'es fait attaquer. Oui. Bah oui, parce que là-dessus, c'est pour ça que je savais très bien. J'ai mis du temps avant d'accepter. Hein. Mais alors les gens ont commencé à dire oui, il est au gouvernement. J'étais pas au gouvernement, j'étais délégué interministériel, sauf que tu es nommé par le président de la République. Donc voilà, donc c'est pas, je siégeais pas au Conseil des ministres, je n'avais pas accès à tout. J'avais juste un rôle, et mon rôle, je l'ai mené comme un militant doit le mener. C'est-à-dire que dans mon dernier rapport, j'ai dit que la France, c'était les 10 exemples flagrants d'inégalité de traitement vers l'outre-mer et ses originaires. J'ai dit que la France traite l'outre-mer comme les confettis de son ancien empire colonial. Je suis très clair là-dessus. J'ai été très clair. J'ai parlé d'évolution statutaire jusqu'à l'indépendance. Parce que moi, je crois à l'indépendance de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de l'île de la Réunion. Je crois à ça. Je crois que c'est une question de dignité pour nous. C'est pas en opposition à la France, c'est une question de dignité, de dire que ces terres-là sont les nôtres au regard du sang versé, de la sueur versée par nos ancêtres, et qu'on doit pouvoir créer notre propre monde et pas donner le sentiment d'être toujours à la traîne de la France. D'ailleurs, il suffit de regarder quels sont les 2 territoires officiellement, que ce soit la météo, à la télé, partout, qui incarnent la France. Il n'y a que l'Hexagone et la Corse. Ça veut dire que nos territoires n'existent pas. N'existent pas. Parce que ils ne sont pas pris en considération. Mais non, parce qu'on est des terres de colonisés. Donc, tu ne voulais pas continuer à lancer des pierres sur les murs de la citadelle. Exactement. Tu voulais combattre le mal de l'intérieur. Mais oui, parce qu'à un moment donné, t'as beau dire, ouais, c'est les salauds, ce sont des racistes, la France est raciste. À un moment donné, lorsqu'on te dit, essaie de venir changer les choses, toi, tu entres tu dis, ok, moi, je vais entrer dans la citadelle. Moi, je n'ai pas peur. Alors, les gens se sont dit, mais Claudie va là-bas parce que c'est juste le pouvoir, l'argent, quoi que ce soit. Je gagnais juste mieux ma vie en étant à l'extérieur. Et d'ailleurs, d'avoir accepté cette mission m'a mis en difficulté parce que j'ai fait confiance à quelqu'un qui m'a trahi dans ma propre radio que j'ai créée. Tu vois ce que je veux dire ? Donc non, je l'ai fait par militantisme. Si tu as la possibilité d'aller
te battre contre le système de l'intérieur, tu y vas. Tu sais, ne pouvais pas dire non. Ben non. Alors au départ j'ai dit non, mais c'était pour d'autres raisons. Tu vois, je savais qu'elle allait y avoir une lecture très politique de ça. Et j'ai désobéi à ma mère. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu plein de problèmes après avec cet associé véreux, mais j'ai désobéi à ma mère. Ma mère m'avait dit, tout ce que je te demande, c'est de ne jamais faire de politique. Et je lui ai désobéi. Elle comprendra. Je ne sais pas si elle comprendra, mais au regard des vivants, et ce que je suis et ce que mes contemporains sont, je pense qu'il fallait y aller. Et j'y suis allé. Je ne regrette pas la mission. En revanche, j'aurais dû être plus précautionneux sur les conséquences après. Mais, et c'est très marrant parce que ceux qui m'ont attaqué aussi au départ, beaucoup ont dit « Ok, respect, t'as pas été... tu vois ». Et d'ailleurs, moi j'avais dit que si Nicolas Sarkozy était réélu, je quitterais mes fonctions au lendemain de sa réélection. C'est ce que j'avais prévu de faire. Il a été battu. Je me suis dit, si je pars maintenant, ils vont tous dire, voilà, ça y est, l'autre il est parti, donc ça y est. Il s'en va aussi. Exactement. Sauf que je ne suis pas, je suis pas parti. Je suis resté en poste, mais je pouvais plus rester en poste. On m'avait demandé de rester et de continuer ma mission. J'avais pas envie. Mais tu sentais qu'il fallait que tu... Et j'ai démissionné le 27 juillet. Ouais. À côté du militant, depuis toujours, ouais. Il y a l'animateur radio. Ouais. Et toi, tu es arrivé à la radio par le théâtre. Ouais, oui, c'est vrai. Alors, par le théâtre, mais je devrais même dire la danse. Ouais. Parce qu'en réalité, moi, mon truc, c'était de faire chant, danse, comédie. J'étais formé pour ça. Donc, j'ai dansé. Puis, comme j'en avais marre du stéréotype du noir danseur en France, donc un jour, j'étais à Charleville-Mézières, je dansais pour un chanteur. Et je lui ai dit, après, j'étais danseur et chorégraphe. Je lui ai dit, après cette soirée-là, c'est fini, je te laisse, je te quitte. Et donc, c'est mon cousin qui m'a remplacé, qui était parmi les danseurs. C'est lui qui m'a remplacé en tant que chorégraphe. Et j'ai arrêté. Je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie, mais j'ai arrêté. Et puis, on m'appelle pour me dire, tiens, il y a une pièce de théâtre qui se joue, l'adaptation de Carmen, l'opéra de Bizet, version Caraïbes. Ça t'intéresse? Ok. Donc, j'avais le 3e ou 4e rôle, enfin, tu vois. Et un jour, quelqu'un m'a entendu, m'a dit, mais tu as une voix, tu devrais faire de la radio. Et on est au début des radios libres. Et c'est comme ça que je fais de la radio. C'est comme ça que tu as démarré. C'est comme ça que je démarre. Radio communautaire, puis Europe 1 dont tu as parlé tout à l'heure, France Inter. Ouais, je suis passé un peu partout. J'ai fait M6 aussi. Ouais, alors 88 avec RFO, TF1, M6, exactement, TF1 aussi, France 2, Antenne 2, France 2, j'ai fait des émissions de fin d'année pour Antenne 2, puis France 2, d'autres types d'émissions. Enfin voilà, ouais, moi je me suis bien promené. Et ce qui est marrant lorsqu'on a fait l'Eurovision avec Drucker, c'est d'avoir... on a fait le record d'audience avec le Prime. Alors, moi, je présentais seul les quotidiennes, puis la finale française, on l'a co-présentée. Dans quelques minutes, vous pourrez à nouveau voter pour l'un de ces 3 candidats, celui qui représentera, en tout cas pour vous, que vous estimez devoir représenter la France le 20 mai prochain à Athènes. Et après, on a fait le commentaire à Athènes de l'Eurovision. Et c'est donc Michel qui m'a appelé grâce à Calixte Beyala. Et Michel me propose le truc. Je lui dis ok, moi t'es mon grand frère. Avec tu plaisir. vois, pour moi c'était un bonheur de travailler avec lui. On a fait record d'audience. Et Patrick de Carolis à l'époque, qui était le patron de France Télévisions, me dit écoute, il vient dans ma loge, il me dit France Télévisions, c'est ta maison. Tu as été extraordinaire à côté de Michel. Tu avais la juste mesure, le bon truc. Tu ne souhaitais pas être joué les outsiders. C'était la bonne mesure. C'était génial. Et on s'est bien travaillé sur des projets. Et puis, plusieurs semaines après, on m'a dit oui, mais tu sais, ton côté un peu engagé, un peu militant. C'est-à-dire qu'en France, lorsque tu es noir, arabe ou asiatique, ferme ta gueule. Tu dois être lisse. Ouais. Si tu es blanc, tu peux être Éric Zemmour. Tu n'as pas le droit. Et c'est parce que les gens ont des imaginaires. Le noir, il doit rester à sa place. Faut pas, par exemple, lorsqu'un noir est riche, on se demande pourquoi est-ce qu'il est riche. Lorsqu'un noir roule dans une belle voiture, on se dit il est footballeur ou rappeur ou dealer. Regarde, en France, sur les grands sujets qui agitent la société française, problèmes sociaux, problèmes cruciaux, pour paraphraser NTM, les Noirs n'ont pas droit au chapitre, ni les Arabes. Lorsqu'il s'agit de sujets qui, dans leur tête, nous concernent, la délinquance, la drogue, l'immigration et tout ça, on peut, de temps en temps, être sur le plateau. C'est ça la France. Donc, et moi je me bats contre ça. Ouais. Ça m'empêche pas, on en revient à notre conversation tout à l'heure, tu vois, moi je suis français, mais ça m'empêche pas de dire lorsque la France se comporte mal.
Et c'est justement ça. De dire, là, il y a des injustices, là... Ouais. Certains il y a des disent choses à corriger. ah non, mais je suis français, donc tu comprends, faut rien dire, on est français. Mais ça va pas, toi. Justement, raison de plus, là où d'autres ne peuvent pas parler, nous pouvons parler. Et moi, j'aime cette idée-là. Tu vois, par exemple, en Afrique, il y a des gens qui, au regard de certains régimes, ne peuvent pas parler, ne peuvent pas dire. Moi, comme je suis protégé parce que je suis français, eh ben, parfois, je parle pour eux. Ça me rappelle un épisode. Tu peux, ouais. Eh oui.